Merci beaucoup et vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de cette présentation. Je l'ai appréciée. Je suis honorée de pouvoir participer à cet espace avec vous. Félicitations au lauréat du prix Équateur 2021. Je suis honorée de pouvoir participer à ces dialogues très importants. Ces dialogues font une partie intégrante du processus parce que nous pouvons élargir nos réseaux. Je suis ravie d'être avec vous au nom de la Fondation Tribal Link. Je vois que vous me demandez de parler plus fort. Je vais essayer. Je vais partager une présentation sur la manière dont les peuples autochtones et les communautés locales peuvent s'engager davantage au sein du système onusien. Je suis vraiment désolée, je me suis approchée au microphone et donc à la caméra. Je suis désolée pour ma tête qui prend beaucoup de place. Je vais commencer avec donc des salutations dans ma langue autochtone. Je partage mon nom, ma communauté autochtone et notre terre-mère ou mon lignage, ou d'où mon lignage est d'origine. Je vais partager mon écran. Je vais essayer de le faire maintenant. J'espère que cela fonctionnera. J'espère que vous voyez l'écran. Très bien. Vous le voyez? Merci beaucoup de votre patience. Je vais faire une présentation sur les peuples autochtones au sein du système international. Pour commencer, qui sont les peuples autochtones? Nous utilisons le terme autochtone au niveau des Nations Unies. Il n'existe pas de définition juridique fixe des peuples autochtones, mais il existe plusieurs définitions de travail. Les peuples autochtones, quand cette question a été posée lors des négociations au cours des ans, au fil des ans, les peuples autochtones ont toujours demandé à ce que l'autodétermination et à ce que l'auto-identification soit à l'ordre du jour. Vous voyez que l'UNDSA a déclaré, c'est la définition de travail et les peuples autochtones sont les héritiers et les praticiens de cultures et de modes de relations uniques avec les personnes et l'environnement. Ils ont conservé des caractéristiques sociales, culturelles, économiques et politiques qui sont distinctes de celles des sociétés dominantes dans lesquelles ils vivent. Et par la suite, malgré leurs différences culturelles, les peuples autochtones du monde entier partagent des problèmes communs liés à la protection de leurs droits en tant que peuple distinct. Comme vous voyez à l'écran, nous avons différents peuples autochtones qui sont représentés. Je passe maintenant à la définition d'une communauté locale. C'est un peu différent. Toutefois, au sein du système, les deux termes sont utilisés et il y a du chevauchement. Encore une fois, il n'existait pas de définition fixe des communautés locales ou traditionnelles. Toutefois, la Convention sur la diversité biologique utilise le terme communautés autochtones et locales en reconnaissance des communautés qui ont une longue association avec les terres et les eaux sur lesquelles elles vivent ou qu'elles utilisent traditionnellement au fil des générations, au fil des ans. Je vais souhaiter partager plusieurs exemples. À titre d'exemple, nous avons différentes communautés en France qui sont des communautés locales. Nous avons des communautés en Asie qui sont considérées en tant que communautés locales. Nous avons également le cas du Brésil avec plus de 1800 communautés qui ont été identifiées jusqu'à présent seulement comme des communautés locales ou traditionnelles. À titre d'exemple, nous avons plusieurs noms à l'écran. Je souhaite
vous précisez un point. D'après ma compréhension des termes, je sais que les peuples autochtones ne sont pas des communautés locales. Ils insistent là-dessus dans les sphères internationales. Les peuples autochtones demandent qu'il y ait une différence entre peuples autochtones et communautés locales. Et quand on parle de peuples autochtones, c'est peuple au pluriel à chaque fois, et non peuple et non population. Pourquoi? Parce que le terme peuples autochtones est utilisé dans la Charte des Nations Unies, ce qui accorde ce droit à l'autodétermination, ce qui n'est pas la même chose que pour une communauté. Lorsque j'ai regardé, si vous regardez la fin de la diapositive, un document pertinent pour les communautés locales et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, l'UNDROP. Pourquoi? Parce que ces communautés locales se trouvent très souvent dans les zones isolées. Toutefois, il y a une différence entre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Quelle est la différence? La reconnaissance au consentement libre préalable et en toute connaissance de cause. Toutefois, si l'on regarde l'UNDROP, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, il y a un droit à la consultation, ce qui n'est pas le consentement. Il existe des différences. La question de l'identité culturelle, à titre d'exemple, est une question multidimensionnelle et complexe. En droit international, il est clair qu'une définition n'est pas une condition préalable à la protection et que des groupes tels les minorités se sont vus garantir des droits en vertu du droit international sans avoir à établir de définition. L'autodétermination, l'auto-identification, je sais que dans les différentes réunions auxquelles j'ai participé, les communautés locales doivent également avoir une voix à elles-mêmes. Je mets l'accent sur les peuples autochtones en tant que peuple autochtones ou personnes autochtones. Je connais les différentes avenues, les différentes opportunités pour les peuples autochtones, mais je souhaite regarder dans le rétroviseur afin de parler de l'engagement au sein des systèmes internationaux. Ce n'était pas avec les Nations Unies que tout a commencé. Les peuples autochtones ont essayé d'augmenter la visibilité de leurs problème au sein de la Société des Nations. En 1923, le chef Odenosone Dekaché s'est rendu à la Société des Nations afin de défendre le droit de son peuple à vivre selon ses propres lois, sur sa propre terre et selon sa propre foi. Et en 1925, un chef religieux Maori donc de Aotearoa, ou la Nouvelle-Zélande, s'est également rendu à la Société des Nations pour protester contre la rupture du traité de Waitangi conclu entre les Maoris et la Nouvelle-Zélande, les colons de Nouvelle-Zélande. Les deux s'étaient rendus à la Société des Nations pour présenter leur cas sur la scène internationale parce que le recours et l'aide et le soutien nécessaire n'étaient pas donnés au niveau national. Si l'on regarde d'autres cas historiques pendant les différents mouvements de droits civils aux États-Unis, Malcolm X s'est rendu à la même conclusion. Il ne s'agit plus de droits civils, mais de droits humains, et les droits humains doivent être traités par les Nations Unies. Ensuite, après les années 20, ce qui est très intéressant, c'est que les deux leaders n'ont pas pu rentrer à la Société des Nations. Un mouvement a commencé dans les années 20, mais cette lutte des Indiens d'Amérique dans les années 60 et 70 a vraiment atteindre un sommet, notamment dans les Amériques. L'occupation de l'île d'Alcatraz, la piste des traités rompus, Léonard Peltier qui a été extradé du Canada en 1976, ces différents pouvoirs, les mouvements des Noirs, le mouvement des Rouges, entre guillemets, pour une justice sociale.
Et en même temps, en 1974 plutôt, les peuples autochtones des quatre coins du monde se sont réunis à Standing Rock afin de parler de leurs enjeux et des différentes questions auxquelles ils étaient confrontés. Ils ont rédigé un manifeste et suite à l'approche du chef Ishkahi, ces peuples ont décidé de présenter leur cas devant les Nations Unies. La conférence de Nations Unies en 1977 sur la discrimination à l'égard des peuples autochtones des Amériques, qui s'est tenue à Genève. Les peuples autochtones sont allés à Genève afin de parler de leurs épreuves. Et suite à cette réunion, la création d'un groupe de travail de l'ONU, une déclaration de l'ONU sur les droits collectifs des peuples autochtones et la révision de la Convention de l'OIT 107, qui est devenue la Convention 169 de l'OIT, a vu le jour. Vous voyez à l'écran les différents peuples autochtones qui se sont réunis et vous voyez les chefs qui sont des chefs spirituels, qui portent des objets spirituels afin de souligner qu'il ne s'agit pas uniquement d'une lutte politique, mais également spirituelle pour que justice soit faite. Ensuite, si jamais vous avez un peu de temps, je vous encourage de vous pencher sur l'étude Martinez-Cobo du 1981 avec la première définition des peuples autochtones. Cobo décrit les peuples autochtones et il fait le lien entre le concept de peuples autochtones et le colonialisme. Il parle des sociétés pré-invasion et pré-coloniales qui se sont développées sur les territoires. Il parle également des communautés locales. À titre d'exemple, si je pense à la région Pacifique, ces nations ont été colonisées et suite à l'indépendance, maintenant ces peuples ne sont plus considérés en étant autochtones, mais des communautés locales. C'est une transition, une question très complexe. Ensuite, un calendrier s'agissant des différentes activités liées aux peuples autochtones au sein du système onusien. J'ai souligné en 1989 la Convention de l'OIT 169 et en 2007 l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ensuite, le groupe de travail, la décennie internationale des peuples autochtones du monde, le rapporteur spécial et sur le droit des peuples autochtones 2001 et 2007, le mécanisme d'experts sur le droit des peuples autochtones, le MEDPA, et ce, suite à une décision prise par le HCDH. Nous avons également l'instance permanente sur les questions autochtones qui a vu le jour en 2000. Ces différentes instances et le MEDPA, ces deux instances se réunissent une fois par an et vous pouvez participer à ces différentes sessions. J'avais souhaité souligner les différents lieux de mobilisation et d'engagement. On a également la CCNUCC et l'accord, donc c'est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et la COP. Cette photo est de 2015. Vous me voyez avec mes sœurs. C'est la scène à Paris. Nous avons souhaité augmenter la visibilité des peuples autochtones. Je faisais partie, j'étais impliquée dans l'élaboration de différentes initiatives, mais j'étais impliquée dans le plaidoyer. Nous avons pu insérer du langage dans l'accord de Paris qui souligne les droits des peuples autochtones et des communautés locales. Ensuite, très intéressant pour à la fois les communautés locales et les peuples autochtones, la reconnaissance des connaissances ou des savoirs traditionnels des peuples autochtones. L'accord de Paris reconnaît les savoirs traditionnels ainsi que les savoirs des communautés locales et
L'accord a appelé à la création d'une plateforme des communautés locales et des peuples autochtones pour l'échange des savoirs traditionnels. Je suis ravie de vous dire, je suis contente de vous dire que cette plateforme est désormais active. J'ai participé aux premières activités de cette plateforme. J'étais co-président. Il existe un groupe de travail facilitateur qui fait le point et qui fait le suivi de toute activité. Vous avez le paragraphe 135 qui reconnaît la nécessité de renforcer les connaissances, les savoirs, les technologies, les pratiques et les efforts des communautés locales et des peuples autochtones. Voici un autre enjeu, un autre canal que vous pouvez explorer lié à la biodiversité, à la diversité biologique plutôt, et au changement climatique, et ce grâce à cette plateforme. Ensuite, je souhaite également me focaliser sur les ODD ou l'agenda du développement durable des Nations Unies. C'est très important parce que c'est un sujet transversal dans les différentes agences onusiennes. Vous voyez ce symbole d'arc-en-ciel qui représente les différents ODD. C'est très important parce que tout compte fait en toute franchise, les ODD parlent des ressources, des dernières ressources que nous avons sur la planète et la manière dont nous allons interagir ou exploiter, si vous voulez, ces ressources, la manière dont nous interagissons avec ces différentes ressources. Tous les États membres, et quand je dis États membres, je veux dire les pays qui sont membres des Nations Unies, ces États membres doivent reporter sur leurs progrès afin d'atteindre les ODD. Il en existe 17 que vous voyez à l'écran, mais il faut que les États membres soumettent des mises à jour ou des évaluations annuelles. C'est une autre opportunité d'engagement. L'engagement et la participation des peuples autochtones fait partie du processus des groupes majeurs, un processus qui a vu le jour en 1992 lors du premier sommet sur la planète où les différentes conventions, les agendas sur le développement durable, la diversité biologique, le changement climatique, toutes ces conventions ont vu le jour pendant cette période. 9 groupes majeurs ont été établis ou déterminés, y compris les peuples autochtones, ce qui veut dire qu'il faut la participation autochtone lors des différentes discussions, mais également un suivi au niveau des pays. C'était un groupe et une composante intégrante de toute approche. Lorsque l'on parle des ODD, ces groupes sont élargis et d'autres sont inclus, y compris les communautés locales. Il y a différentes manières de participer. J'ai parlé des différentes instances, y compris la Convention sur la diversité biologique. Je crois qu'il y aura même une présentation là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il existe différents groupes, différents forums pour les peuples autochtones. L'instance permanente d'ailleurs pour les peuples autochtones. Vous pouvez participer. N'hésitez pas à vous inscrire sur les différents bulletins, les listes pour rester au courant de tout ce qui se passe, non seulement pour les ODD, mais également la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il existe également une catégorie spéciale pour les peuples autochtones et également la Convention sur la diversité biologique, mais encore une fois, une présentation sera faite à cet égard. Ensuite, j'ai parlé du Conseil des droits de l'homme et des différentes opportunités pour que les peuples autochtones puissent participer aux différentes instances des Nations Unies. J'avais souhaité souligner, c'est une autre opportunité de participer. Nous avons les organes de traité. Les organes de traité sont des comités
d'experts indépendants chargés de surveiller la mise en œuvre par les États parties, donc les pays, des droits protégés par les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Donc, les conventions relatives aux droits de l'homme, ce sont des experts qui ont été commissionnés afin de surveiller la mise en œuvre et afin de faire le point et le suivi suite aux engagements faits par les États parties. Il existe 9 traités internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l'homme qui traitent des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, de la discrimination raciale, de la torture, de la discrimination à l'égard des femmes, des droits de l'enfant, des droits des travailleurs migrants, des personnes handicapées et des disparitions forcées. Les principales fonctions des organes de traité sont d'examiner les rapports périodiques soumis par les États parties. Il y a beaucoup de reporting au sein des Nations Unies. Nous avons un groupe de pays qui, au sein des Nations Unies, qui sont impliqués dans des efforts multilatéraux et qui s'engagent afin de respecter différents engagements, différents traités, conventions. Et par la suite, il y a un progrès s'agissant des différents objectifs. Ces organes de traité examinent les rapports ou les évaluations périodiques et considèrent également des plaintes individuelles. C'est un mécanisme qui est très important pour ceux qui sont victimes de violations de droits de l'homme. Il existe ces différents mécanismes de plainte afin d'augmenter la visibilité de ces violations au sein du système. Les observations finales contiennent un examen des aspects positifs et négatifs. Il ne s'agit pas uniquement des violations. On parle de la mise en œuvre par un État des dispositions d'un traité, d'une convention et des recommandations d'amélioration sont également fournies. De plus, les organes de traité adoptent également des observations générales qui sont des interprétations des dispositions des conventions pour expliquer davantage, pour fournir des orientations, des lignes directrices s'agissant de l'interaction avec les différentes conventions sur la base des standards internationaux. So a large number of these treaty bodies have made general comments reference specifically to indigenous peoples. I'm not so clear on the term local communities, but Je this ne could sais pas s'il parle des communautés locales, mais du moins il parle des autochtones. Et là, il y a marqué que uniquement le comité sur l'élimination des discriminations raciales et le comité sur le droit des enfants ont adopté des commentaires généraux spécifiques sur les droits des peuples autochtones. Et ces deux domaines sont des processus extrêmement importants. Il faut en faire partie, il faut en entendre parler en particulier sur les droits des peuples autochtones et ce qui se passe sur le terrain chez vous vous importe. Le comité sur l'élimination de la discrimination contre les femmes prépare une recommandation sur les droits des femmes et des hommes et des filles autochtones plutôt pour une adoption en 2022. Il est par ailleurs important que vous sachiez que la COVID-19 a eu une incidence importante sur les activités des organes de traité en 2020. Il y avait 123 rapports de parties soumis, uniquement 27 ont eu des conclusions qui ont été adoptées. Une liste de 97 problèmes ont été rédigés, mais les comités continuent à rappeler aux États membres leur responsabilité de protéger les droits des peuples autochtones en matière de vie, d'égalité, de non-discrimination, y compris les droits collectifs à l'accès, détention, utilisation, développement et contrôle de leurs terres, territoires et ressources, ainsi que le consentement préalable libre et éclairé. Et donc, vous avez une compilation de tous les textes, de tous ces documents, et ils sont disponibles sur le site internet du bureau du haut-commissaire pour les droits de l'homme. Donc, il y a différentes manières
de vous impliquer au niveau international. Donc, ces documents ils sont disponibles sur le site internet du Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et donc, il y a des soutiens financiers sous la forme de bourses qui visent à aider les représentants des communautés autochtones à participer au mécanisme de l'ONU, ce dont j'ai parlé, donc l'instance permanente, ainsi que le mécanisme d'experts. Et ils ont étendu cela également à la participation d'autres forums, notamment la CCNUCC, à titre d'exemple. Donc, tout membre d'une communauté autochtone peut candidater pour recevoir une bourse afin de participer à ce type d'événement. Il y a sur le site internet des formulaires, vous devez les remplir. Si vous avez la chance, ils vous choisissent et vous pouvez participer et avoir des fonds pour pouvoir participer à ces réunions. Lorsque nous avons commencé à faire des plaidoyers au sein de l'ONU, ces fonds, ils n'existaient quasiment pas. Donc, il fallait vraiment faire des levées de fonds de notre côté. Mais par chance, avec le temps, on a vu des progrès faits ces dernières années. Et cela a soutenu la participation des Autochtones dans des espaces où on parle de nos droits. Et il est important de savoir ce qui se passe, ce qui se dit, parce qu'au final, ça va avoir une incidence sur ce qui se passe sur le terrain. Il y a également la convention sur le fonds pour la convention sur la diversité biologique. Et les peuples autochtones et communautés locales peuvent avoir accès à ces fonds. Si vous ne vous identifiez pas aux peuples autochtones, eh bien, et que vous êtes plutôt un membre de la communauté locale, vous pouvez également soumettre une demande de financement. Il y a également d'autres programmes, pas des fonds, mais plutôt des programmes qui peuvent être intéressants pour vous, notamment le programme de boursier pour les autochtones, à savoir un programme de formation. Il a été également mis en place par les hauts commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce sont surtout pour les descendants. Il y a donc plusieurs programmes. Le programme de bourse pour les personnes de descendance africaine et le programme de bourse pour les minorités. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne au niveau de la formation avec la COVID, mais dès qu'on sera dans une période un peu plus stabilisée, je suis convaincue que les gens vont pouvoir à nouveau participer de manière régulière à ce type de formation. Je connais beaucoup de gens qui ont participé au programme de boursiers autochtones en parle dans des termes élogieux. Par ailleurs, vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'organisations alliées et non gouvernementales. Je recommande que si vous n'avez pas encore fait, essayez de trouver les organes d'organisations nationaux pour les autochtones dans votre zone, dans votre région. Si vous ne l'avez pas encore fait, essayez de rencontrer d'autres associations. Moi, je suis là au nom de la fondation Tribal Link et nous essayons, dans la mesure du possible, de faire de la levée de fonds afin d'interagir et d'offrir des programmes de renforcement des capacités pour les peuples autochtones afin de les préparer pour qu'ils puissent participer, par exemple, à l'instance permanente ou à d'autres organes. Et donc, il faut faire des recherches et trouver ce que l'équipe du PNUD et du Pré-Équateur, ce qu'ils peuvent vous aider à faire pour rester en contact avec eux, faire un suivi sur ce qu'ils peuvent vous aider à faire et sur le soutien qu'ils peuvent vous fournir. Je vous encourage à me contacter. Je suis sur Twitter, sur Instagram, donc n'hésitez pas. Et je crois que j'ai parlé un peu trop longtemps, mais j'espère qu'on a quand même un peu de temps pour des questions et réponses. Merci infiniment. Vous n'avez pas excédé le temps imparti. Par ailleurs, vous avez été tellement inspirant. Et merci beaucoup. Merci de partager avec nous vos connaissances sur ces mécanismes. Ça peut être extrêmement utile pour moi, mais je suis convaincue que c'est utile également pour tout le monde ici. Donc, il nous reste 10 à 15 minutes pour les questions-réponses. Si vous avez des questions,
Donc, Roberto, si vous avez des questions pour Roberto, n'hésitez pas à soit lever la main, prendre la parole ou écrire vos commentaires ou questions dans le chat. N'hésitez pas, c'est le moment. Ne soyez pas timide, d'autant qu'on a des interprètes, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes, hein? N'hésitez pas à poser vos questions. Et je voudrais remercier mon ami Capac Condé qui a apporté une clarification très importante et j'en prends bien note. C'est vrai que j'ai dû un peu survoler certaines informations, je n'ai pas pu rentrer dans tout le détail, donc je suis ravie qu'il ait parlé de la Convention sur la diversité biologique. Il a dit il y a eu l'adoption de la Convention de la diversité biologique qui a été adoptée et que la communauté internationale a utilisé les termes communauté locale et autochtone, cependant en 2014, en lien avec l'adoption de la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones en 2007, la conférence des parties a décidé d'utiliser le terme peuples autochtones et communauté locale, donc de dissocier les deux dans les décisions à venir dans le cadre de la Convention sans impacter la signification juridique de l'article 8 et de ses provisions connexes. Nina a dit que c'était chouette de voir Chef Raoni sur scène. Oui, moi je l'ai vu à Paris, au cours de la réunion à Paris. La réunion la COP. C'est un leader incroyable. Il a déjà un âge avancé, donc je recommande que si vous avez l'opportunité, que vous lisiez un peu son histoire, ce qu'il a fait au cours des années. Il a également une fondation qu'il a créée pour perpétuer sa vision et son travail. C'est peut-être également un organe qui pourra vous soutenir à l'avenir. Roberto, vous pouvez parler du cours de la formation? Oui, bien sûr. Pardonnez-moi, j'ai oublié, mais je suis contente qu'on ait un peu encore quelques instants pour en parler. On a parlé de partenariat et de réseautage. Et vous toutes et tous qui participez ici à cette réunion, vous faites partie de cette dynamique, de ces réseautages. Et souvent, avec le temps, moi, j'ai participé à différents forums, différents événements. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que la plupart des peuples autochtones, quand ils arrivent, surtout par exemple aux Nations Unies, ils arrivent avec des idées préconçues. Donc on a l'impression que l'ONU, ce qu'on voit dans les médias sur l'ONU, c'est ce qu'est l'ONU, ce que l'ONU peut faire et comment. On se demande comment ils peuvent faire avoir une incidence. Il y a des gens qui perçoivent l'ONU de manière positive et d'autres de manière négative. Mais avec le temps, je me suis rendu compte en tant que peuples autochtones, quand on arrive pour participer à un forum tel que l'instance permanente sur les questions autochtones, on n'a pas forcément d'organes associés. C'est un peu différent de la Convention sur la diversité biologique où on a un groupe d'autochtones qui participent depuis longtemps. Ils sont là et ils aident à orienter, à influencer les nouveaux venus dans le processus. Ils leur disent ce qui se passe, etc. C'est un peu pareil avec la CCNUCC. Mais ce que nous avons essayé de faire avec la Fondation Tribal Link, c'est que grâce à la vision de
Pamela Kraft, directrice exécutive et fondatrice qui nous a quittés il y a peu, on a essayé de faire du renforcement des capacités lorsque les autochtones arrivent au sein des arcanes de l'ONU pour qu'ils puissent participer afin qu'ils ne soient pas si frustrés que ça. Je ne dis pas qu'ils vont être complètement contents et il n'y aura aucune frustration, pas du tout, parce que l'ONU, ça peut être assez compliqué, mais on pense que ça peut aider, faire du renforcement des capacités sur le terrain et l'ONU peut avoir un impact avec le prix le prix Équateur. C'est typiquement le genre d'initiative qui peut faire la différence, qui peut mettre en lumière vos enjeux. Et donc, nous avons développé au sein de la Fondation Tribal Link, en collaboration avec le PNUD, Learning for Nature, une initiative avec nos amis de l'initiative Équateur, ont développé cette formation, une formation en ligne, un cours avec les peuples autochtones au sein du système de l'ONU. C'est disponible en français, espagnol, anglais et portugais également, et bien entendu en anglais, hein, oui. Et vous pouvez avoir une meilleure compréhension de ce que j'ai présenté aujourd'hui. Et vous avez un historique, vous comprenez vraiment tout ce dont on parle. On a notamment des présentations de rapporteurs spéciaux, des activistes et militants tels que Andrea Carmen autochtone, du Indian Treaty Council et d'autres qui parlent de développement, de la manière dont on peut s'impliquer de manière plus efficace. Et à la fin de chaque section, vous pouvez télécharger des documents, les télécharger, les enregistrer, les garder, y revenir lorsque vous voulez rafraîchir votre mémoire sur la participation afin de de rester au fait de la manière dont vous pouvez avoir une implication aussi efficace que possible. À la fin, vous avez un certificat pour avoir suivi ce cours. Donc, il s'agit vraiment d'une manière assez chouette tout d'abord de montrer que vous avez fait quelque chose, vous avez terminé, complété quelque chose et que vous faites partie de quelque chose de plus large que vous et que vous faites maintenant partie de ce mouvement international de peuples autochtones. Et donc, je vous encourage à participer à cette formation. Il y a des informations sur le cours dans le chat dans les différentes langues. Et c'est un des éléments, un autre élément supplémentaire qui, tout d'abord, va vous donner des informations. Alors, bien entendu, c'est gratuit. En plus de ça, eh bien, vous pouvez prendre votre temps parce que vous n'êtes pas obligé de terminer en 2 heures. Il y a des modules qui sont plus ou moins longs. Vous pouvez, pour certains modules qui sont plus longs, 1 ou 2 heures, eh bien, vous pouvez commencer, faire pause, et ensuite, vous pouvez aller lire les documents. Vous avez vraiment du temps pour le faire. Donc, merci beaucoup. Effectivement, merci Nina de m'avoir rappelé, d'en avoir parlé et de m'avoir donné l'opportunité de présenter cela également. Pardonnez-moi, je vais boire un petit peu. Merci beaucoup, Roberto. Merci, Nina. Nina, tu voulais dire quelque chose? En tout cas, c'était vraiment très utile. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Et comme vous l'avez dit, ce cours, cette formation, vous pouvez la suivre à votre rythme, disponible en plusieurs langues. Donc, je vous encourage tout ça. De regarder dans votre temps libre, sur votre temps libre à nouveau, vous aurez un certificat à la fin et nous espérons que cela vous sera utile. Alors, attendez. Il y a quelque chose dans le chat, je crois. Il vous remercie. Il dit que c'était une formidable présentation et que ce sera utile pour étendre leurs connaissances. Merci et approfondir leurs connaissances. Marcelo dit merci. Merci d'avoir vous-même partagé vos remerciements dans le chat. Quelqu'un essaie de prendre la parole, je crois, non? Si c'est le cas, n'hésitez pas. Dites-nous quel est votre nom. Il y a quelqu'un voulait prendre la parole? On ne vous entend pas, malheureusement.
C'est Bourul, je crois, qui essaie de prendre la parole. Bourul, on ne vous entend pas. Est-ce que vous nous entendez? Pendant que Bourul essaye de trouver une solution pour sa connexion Internet, eh bien, je souhaiterais remercier tout d'abord et à nouveau remercier Roberto puisqu'il a proposé au lauréat de le contacter. Je suis convaincue que certains d'entre vous qui n'ont pas une connexion assez stable pour prendre la parole souhaiteraient avoir vos informations, vos coordonnées afin de vous contacter ultérieurement. Ça peut être utile. Oh, pas de souci, Bourul, je croyais que tu voulais prendre la parole. Très bien, donc à nouveau, je vous remercie, Roberto. Ce qu'on va pouvoir faire peut-être, c'est commencer la pause tout de suite et on reviendra d'ici 15 minutes, ça vous convient? Ensuite, nous allons ouvrir la dernière session de la journée, 5e session de ce dialogue communautaire. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci Roberto pour cette formidable présentation.